Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour ce nouvel épisode d'Éphéméride. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la période du 26 février au 5 mars 2021. Donc je vous propose en quelques minutes de passer en revue finalement les différentes choses qu'il y a sur le ciel actuellement au-dessus de nos têtes et donc comment orienter un petit peu vos soirées d'observation ou d'astrophotographie. Vous le savez bien, en fonction des phases de la Lune, par exemple, il y a des périodes propices à l'observation du ciel profond, ou des périodes où clairement on va plutôt soit faire des tests, soit nous intéresser à la Lune proprement dite. Donc aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble quelles sont les planètes visibles actuellement, quelles sont les phases de la Lune, et donc bien évidemment son impact sur la possibilité de faire de l'observation du ciel profond ou pas. Nous allons nous intéresser, pourquoi pas, un petit peu à la configuration des constellations et quelques idées d'objets à observer, même malgré la présence de la Lune. Nous allons nous intéresser à quelques phénomènes éphémères, à savoir par exemple des conjonctions de planètes ou des astéroïdes à l'opposition et donc une période pourquoi pas à chercher à aller les observer ou les photographier. Et nous allons nous intéresser encore à deux autres phénomènes, à savoir l'observation du Soleil s'il y a bien évidemment des taches solaires et avec du matériel adapté, mais également l'observation ou en tout cas l'astrophotographie de la Station Spatiale Internationale. À chaque fois, je vous renvoie à différents tutoriels sur ma chaîne ou sur les chaînes des copains pour vous permettre justement de mettre en œuvre différentes techniques d'observation, d'astrophotographie, voire même d'astrodessin. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Donc nous commençons bien évidemment, vous commencez à connaître le format, nous commençons par la configuration des phases de la Lune. La pleine Lune a lieu le samedi 27, suivi de la périgée, donc au plus proche de la Terre, le lendemain à 365 000 km, c'est-à-dire que le diamètre apparent est un peu plus grand et donc fatalement elle est un peu plus lumineuse encore. Qui plus est, nous sommes sur les constellations, nous sommes en hiver, les constellations d'hiver, la trajectoire de la Lune est la plus haute en termes de déclinaison, ce qui fait qu'elle sera la plus haute dans le ciel pendant la nuit. Donc très clairement, on est sur un phare rayonnant qui va vraiment voiler toutes les observations et les possibilités d'astrophotographie. La Lune globalement sera déjà levée ce week-end au moment du coucher du soleil et en fait elle se lèvera 1h41 après le début du crépuscule de la soirée, donc pour ce qui est du lundi 1er, et puis après ça elle se lèvera de plus en plus tard au fur et à mesure des soirées de la semaine. Donc ça a un impact bien évidemment, c'est que clairement ce week-end nous n'allons pas en tout cas faire clairement de l'astrophotographie ou de l'observation du ciel profond dans des bonnes conditions. C'est la possibilité malgré tout de faire quand même des tests de matériel, comme on l'a fait pas plus tard que cette semaine avec Astronico, où on a fait des tests de PhD guiding avec nos télescopes respectifs pour essayer de comprendre des choses, de tester et de voir l'impact de tel ou tel paramètre sur le logiciel. Nous avons bien évidemment malgré tout la possibilité d'observer un certain nombre de détails sur la Lune. Bien évidemment on s'intéresse à la zone qui correspond au terminateur, mais déjà la pleine Lune est intéressante à observer. Alors je vous recommande l'utilisation d'un filtre. Les filtres lunaires verts ou les filtres gris neutre 13% sont pas mal. Vous avez aussi un filtre rouge par exemple, alors ça peut être le Baader 610 nanomètres mais pas obligatoirement, hein. Vous avez déjà les filtres standards colorés qui vous permettront d'apaiser quand même la violence de la lumière sur l'œil parce que c'est quand même assez violent. Moi ce que j'aime bien avec la pleine lune, alors vous n'allez pas pouvoir observer de détails trop sur la surface de la lune parce que l'illumination est de face, donc bien évidemment il n'y a pas d'ombre portée. En revanche ce qui est assez amusant c'est de parcourir toute la périphérie de la lune et vous allez voir des montagnes se dessiner sur le pourtour de la lune. Vous allez voir que ce n'est absolument pas une surface régulière, c'est assez amusant à observer, et les astrophotos que l'on peut faire de la pleine lune, que ce soit à la caméra, à la mosaïque ou simplement à l'appareil photo numérique, permettent déjà de mettre ça en évidence. Vous avez donc plusieurs tutoriels sur la chaîne pour ce faire.
Au fur et à mesure donc des jours qui vont suivre la pleine lune, nous aurons la possibilité d'observer certains détails, cette fois sur le terminateur, mais avec une illumination par la gauche pour les observateurs de l'hémisphère nord, et non pas comme on l'a l'habitude en fait pendant la phase croissante de la lune. Donc le lundi 1er, nous aurons Gutenberg et Gobelins. Le mardi 2 au matin, nous aurons la même configuration à un tout petit peu de déplacement du terminateur. Mercredi 3, donc le matin à 7h du matin à peu près, vous avez entre Sabine et Moltke et Théophilus, Cyrillus et Katharina. Vous avez donc le jeudi 4, vous avez la vallée alpine et aussi la Rima Hyginus. C'est pas évident de dire voilà quel sera le meilleur moment en termes de contraste, et on pourra encore peut-être les observer le vendredi 5 au matin, donc ça fait quand même des possibilités d'observation au petit matin. Je rappelle que vous avez un tutoriel sur la chaîne aussi pour voir justement comment faire des photos donc de la lune même en pleine journée. On fait malgré tout bien évidemment très attention au soleil, et vous aurez remarqué que dans ce tutoriel justement je montre la possibilité de faire vos flats carrément sur le ciel bleu, et c'est quelque chose qui nous aide considérablement quand on fait ce type de photos de la lune. Concernant l'observation planétaire, déjà je vous propose de passer en revue un peu la position des planètes. Donc si on se place à peu près à 20h la nuit tombée, vous allez remarquer que Uranus est toujours observable à partir de la tête de la baleine, Uranus qui est soit dans la constellation, qui est normalement dans la constellation du Bélier, je pense qu'elle a quitté les Poissons. Ensuite vous avez Mars qui est en train de se rapprocher des Pléiades, nous allons en parler. Mars qui commence à devenir vraiment sérieusement petite, si vous regardez les informations de l'objet, vous êtes sur une magnitude visuelle de plus 0,9 et même plus 1 bientôt. Le diamètre apparent est de 6,5 secondes d'arc. On était, je ne sais plus le chiffre exact, aux alentours de peut-être 24 secondes d'arc de diamètre apparent au moment de l'opposition. Donc comprenez qu'elle est 4 fois plus petite en hauteur, 4 fois plus petite en largeur, ça fait donc 16 fois plus petite en surface apparente. Conséquence, vous avez 16 fois moins de détails observables sur Mars avec le même instrument. Donc très clairement, ne soyez pas frustrés de ne pas avoir de détails quand vous observez Mars actuellement avec un télescope. Et c'est tout pour ce qui est de l'observation des planètes, et vous avez bien évidemment la Lune. En fait, il va falloir se rendre au petit matin pour aller voir éventuellement d'autres planètes, mais vous allez voir que ça ne va pas être évident. Donc nous sommes sur le centre géographique de la France, et vous pouvez voir qu'avec par exemple un soleil, là cette fois à 6 degrés sous l'horizon, donc on est crépuscule civil, eh bien vous avez Jupiter, Mercure et Saturne qui commencent déjà à devenir observables. Mais Jupiter est à 1,38 degré de haut, c'est extrêmement bas. Saturne là est à 4 degrés et Mercure est à 4 degrés également. Donc vous voyez, on est sur des planètes qui sont extrêmement basses. Tout le monde n'a pas forcément la chance d'habiter dans un appartement, dans un immeuble assez haut, avec quasiment rien autour, comme c'est mon cas, ou d'habiter en pleine campagne. Donc là, on sera sur des observations difficiles. Raison pour laquelle je le dis et je le répète en permanence, il est toujours préférable quand on débute d'acheter un instrument polyvalent pour pouvoir faire du planétaire, du lunaire et du ciel profond, et non pas simplement un instrument qui ne permettra de faire que du planétaire, puisqu'il y a des périodes de l'année où on n'a rien d'observable. Ceci dit, on a quand même des lunettes. L'expérience de Laurent Oumar le montre, et je vous renvoie à cet épisode sur les lunettes là qu'on avait fait ensemble, où on peut malgré tout observer du ciel profond avec des lunettes dont le rapport focal sur diamètre est supérieur à 10. Mais néanmoins, ce n'est pas forcément l'instrument idéal pour ce type d'observation. Revenons quelques instants sur la position de la Lune, cette fois à 22h, vous allez voir qu'au fur et à mesure de notre période, voilà, la Lune commence à devenir, finalement, elle ne sera... Le premier, on aura la possibilité quand même de faire encore donc de l'observation du ciel profond avant le lever de la Lune, et le 2 d'autant mieux. Mais avant ça, ça va quand même être un petit peu plus problématique. Malgré la présence dominante de la Lune, nous allons quand même pouvoir faire un tout petit peu d'observation du ciel profond. Je vais vous donner quelques objets classiques. Vous avez bien évidemment la constellation d'Orion qui est plein sud avec ses 3 étoiles proprement alignées, et en dessous vous avez la grande nébuleuse d'Orion. Vous ne la verrez bien évidemment pas comme ça au télescope, mais vous pouvez vous y attarder malgré tout. Si vous avez un filtre de type UHCS,
ou UHC, ou même un filtre contre la pollution lumineuse d'une manière générale, bien évidemment, utilisez-le, c'est clairement le moment. Vous avez les Pléiades, justement, qui se rapprochent de Mars, Mars qui se rapproche des Pléiades, vous allez pouvoir les observer, quel que soit l'instrument, voilà, même avec une paire de jumelles, même chose pour Orion de toute façon. Vous avez l'amas d'Hésiade, vous allez pouvoir aller chercher à observer le double amas de Persée, par exemple, qui peut être intéressant. Vous avez aussi, et c'est intéressant de le noter un peu en opposition, quoique ça devient de plus en plus proche de la Lune, vous avez les deux galaxies de Bode, donc qui pourraient être observables. De toute façon, je vous renvoie à mes épisodes sur l'observation du ciel profond. Nous allons avoir dans une semaine à peu près une première opportunité d'observation, de refaire le marathon de Messier. En tout cas, vous pourrez vous entraîner à vraiment enchaîner les objets de Messier. Vous avez vraiment tout, vous avez les cartes, etc. Qui sont donc disponibles sur la chaîne maintenant, et vous avez bien évidemment les épisodes strictement dédiés au marathon de Messier. Donc vous pouvez vous entraîner. Néanmoins, le vrai créneau cette année, ce sera le week-end, je crois que c'est le 10-11 avril, quelque chose du genre. Voilà pour ce qui est donc des opportunités pour l'observation du ciel profond. Alors, nous avons quand même deux phénomènes planétaires à observer sur notre période. Vous avez un rapprochement de Mars avec les Pléiades, le 4. Donc, si nous nous plaçons aux alentours de 20 heures, vous pouvez observer que vous avez Mars qui sera juste en dessous des Pléiades. La magnitude apparente de Mars sera de 1 quand les étoiles des Pléiades sont de magnitude 3 à 4. Donc, bien évidemment, Mars sera plus lumineuse, mais vous avez la possibilité de faire quelque chose de sympa. Là-dessus, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir un télescope motorisé sur monture, etc. Mais un objectif d'appareil photo sur une Star Adventurer ou même un télescope, pas forcément avec une très très longue focale, vous permettra d'apprécier le spectacle. Bien évidemment, les observateurs de télescopes de plus grand diamètre et de plus grande focale, vous allez être obligé de passer de l'un à l'autre en termes d'observation. Donc clairement, là, on est sur le type d'observation pour du matériel vraiment, on va dire, un peu simple, d'une paire de jumelles ou des choses comme ça, et ça peut être très très sympa. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à faire des photos pendant pour ce petit événement. Le même soir, nous avons l'opposition de l'astéroïde 4 Vesta. Donc nous allons nous mettre à 22 heures et nous allons le rechercher. Donc vous savez, dans Sky Safari, c'est assez simple. Il suffit de taper le numéro de l'astéroïde, de faire rechercher, et il vous le propose. Et donc là, à ce moment-là, vous faites centrer. Il est dans la constellation du Lion. Et donc quand on zoome, en fait, on va s'apercevoir, vous voyez, on n'est pas très loin de deux objets du ciel profond que l'on connaît et que l'on aime bien, qui sont M65 et M66. Donc on va les afficher ensemble. Et nous sommes finalement juste à côté de cette étoile de la constellation du Lion, et vous avez M65 et M66 qui sont en dessous. Donc je pense que vous n'aurez pas forcément trop de difficultés. Vous voyez que là, par défaut, je n'ai pas mis l'affichage de tous les astéroïdes, parce que bien évidemment, on ne s'en sortirait pas, il y en a tellement. Donc on refait la recherche. Voilà. Et je vous mets la vue détaillée à partir de l'étoile. On est sur une magnitude qui est quand même pas mal. Magnitude 6, on a une limite de l'observation à l'œil nu, donc vous devriez arriver à le trouver. Et en fait, en faisant une photo de cette zone-là, avec un appareil photo numérique, même un objectif de 50 mm sur pied fixe, avec un temps de pause qui sera adapté en fonction de votre capteur et et donc de la focale de l'objectif, vous allez pouvoir faire des photos comparatives à quelques jours d'intervalle et mettre en évidence le déplacement de Vespa. Donc si vous avez fait ça, n'hésitez pas à le poster sur le groupe Facebook de la chaîne. Le lendemain, nous avons un rapprochement de Mercure et de Jupiter au petit matin, donc nous allons regarder un petit peu ce que ça donne. Et vous allez voir que c'est pas forcément très très facile à observer malgré tout. Donc si on se place à 7 heures du matin à peu près, vous voyez que votre rapprochement Mercure-Jupiter se trouve à 4 degrés de hauteur. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure en début d'épisode. Là effectivement on est dans une configuration vraiment difficile pour l'observation de cette petite conjonction. Mais l'intérêt c'est quand même que Jupiter est assez lumineuse. Donc elle pourra peut-être vous aider à vous repérer dans les lueurs de l'aube. Pour le reste, bien évidemment, l'observation donc de la Station Spatiale Internationale, elle fait des vols au petit matin. Je vous donne globalement les horaires pour la métropole française et globalement voilà cette partie-là de l'Europe. Bien évidemment, si vous habitez dans une autre zone, et de toute façon pour repérer sa trajectoire, vous devez affiner ça. Vous avez le lien dans la description sur le site Heaven Above, et là vous rentrez votre localisation précise.
et vous aurez la trajectoire prévue de l'ISS, son illumination quand elle rentre ou quand elle sort de l'ombre de la Terre, et vous allez pouvoir l'observer. Vous allez voir, c'est assez bluffant de pouvoir donner la précision à 1 seconde près, plusieurs jours à l'avance d'un vol de l'ISS. Ensuite, donc l'observation, bien évidemment, vous avez compris, nous sommes au petit matin, ça signifie que l'ISS est illuminé dans le sens inverse de ce qu'on a le soir. Donc l'illumination vient de l'est par rapport à l'ISS, et ce qui va nous apporter du coup une illumination différente des panneaux solaires en particulier, et des modules à l'avant de l'ISS. Je pense donc au module Columbus européen et au module japonais qui sont vraiment sur la partie avant dans le sens du vol. Ensuite, vous allez pouvoir vous intéresser à l'observation du Soleil. Je vous mets donc la vue correspondant à la situation des taches solaires, et vous avez le lien dans la description pour avoir une vue plus à jour, bien évidemment, donc avec le site Space Weather Live, et ce qui vous permet de savoir si vous avez un groupe de taches solaires avec son numéro de référence, et quand vous faites une photo par exemple, vous pouvez noter ce numéro de référence qui parlera finalement comme référence réelle de votre observation. Voilà, donc je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à observer dans le ciel sur cette période. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, quand vous voyez des débutants, des néophytes, en se disant voilà, qu'est-ce que je peux observer avec mon télescope. Le but de ces épisodes d'éphémérides, c'est vraiment de vous mettre le pied à l'étrier sur la démarche. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, essayer de dessiner un cratère lunaire façon astrodessin. Vous avez les épisodes de Laurent Oumar pour vous y aider, ils sont très bien faits. Vous savez que vous avez aussi Julien Taverna qui fait de l'astrodessin. Donc en vous appuyant sur leurs épisodes avec leurs différentes méthodes, ça peut être un très bon exercice d'observation, puisque bien évidemment vous n'allez pas forcément faire de l'astrophoto du ciel profond sur cette période-là. Alors pourquoi pas vous attarder à observer et dessiner des cratères et des reliefs lunaires. Je pense que ça peut être assez sympa de vous concentrer là-dessus sur cette période. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Donc un épisode sortira sans doute ce week-end, c'est le but. Je suis en train d'écrire un très gros morceau d'épisode, j'espère pouvoir vous le livrer dans les temps. Pas certain qu'il sortira samedi matin, à mon avis peut-être plus quand même dimanche matin vu le volume de travail, mais vous comprendrez aisément pourquoi quand vous le verrez. Je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. Voilà, je vous souhaite de bonnes observations. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci pour votre soutien. Merci, au revoir.